Bonsoir, chers auditeurs du soir. Ce soir, je vais vous plonger dans une histoire intrigante où chaque choix compte, où chaque énigme rapproche du but. Mais à quel prix? Un jeu où les épreuves dépassent l'imagination et cachent une réalité bien plus surprenante. Serez-vous capable d'élucider cette intrigue avant le twist final? Je vous souhaite une bonne écoute. Ernest. Préambule. Nexus. On murmure son nom sur des forums obscurs, à peine accessibles aux non-initiés. On l'évoque à demi-mot, dans les recoins les plus secrets du web, comme une légende urbaine que personne ne peut vérifier. Un jeu qui n'a pas de règles officielles, pas de page d'accueil, pas de publicité, juste une suite d'indices disséminés à travers le net, des énigmes que seuls les esprits les plus affûtés peuvent déchiffrer. Une invitation que personne ne sait exactement comment obtenir. Certains racontent que Nexus est un jeu grandeur nature, une expérience immersive destinée à tester les capacités mentales et physiques des joueurs. D'autres chuchotent qu'il s'agit d'un piège, conçu pour attirer ceux qui aiment les mystères et les enfermer dans un labyrinthe dont ils ne pourront plus sortir. Les rares personnes qui disent y avoir joué n'ont jamais pu prouver leur expérience. Soit elles disparaissent du jour au lendemain, soit elles restent murées dans un silence troublant, comme si quelque chose les en empêchait. Une seule certitude demeure. Nexus n'est pas un jeu comme les autres. C'est un défi ultime, une expérience qui se vit au-delà de l'écran. Une frontière entre le réel et l'illusion. Et pour ceux qui osent franchir cette frontière, il n'y a pas de retour en arrière. Chapitre 1. L'invitation au jeu. Un souffle glacé parcourait sa nuque. Hugo de la Mare ouvrit les yeux, sa vision encore floue, capturant les formes indistinctes d'un plafond nu. Une douleur sourde pulsa à ses tempes alors qu'il tentait de se souvenir de la dernière chose qu'il avait faite. Tout semblait trouble, déconnecté de la réalité. Il sentit une résistance à ses poignets lorsqu'il essaya de bouger. Un bruit de pas résonna à proximité. « Hugo, tu m'entends ?» Il cligna des paupières et distingua une silhouette féminine à son chevet. Une chevelure brune, un regard acéré. Il mit quelques secondes à la reconnaître. Clara Séverin, son ex-petite amie, se tenait là, penchée vers lui, un air indéchiffrable sur le visage. Il n'avait pas entendu sa voix depuis des mois, et pourtant, il se souvenait parfaitement de la dernière fois qu'ils s'étaient quittés. Une dispute, des reproches, des silences lourds. Mais pourquoi était-elle ici? Il balaya la pièce du regard. Une chambre exiguë, des murs gris sans personnalité, une unique fenêtre au store entrouvert, laissant filtrer une lumière blafarde. La sensation d'être coincé entre deux réalités le prit à la gorge. « Je sais que c'est brutal, mais écoute-moi bien, » murmura-t-elle. « J'ai trouvé l'entrée de Nexus. » Un tressaillement furtif le traversa, lui glaçant le dos à ces mots. Nexus, ce jeu mythique dont ils avaient traqué la moindre trace sur des forums obscurs sans jamais pouvoir confirmer son existence. Un défi ultime, une légende urbaine pour les amateurs d'énigmes. Et elle disait l'avoir trouvé? « Tu mens », souffla-t-il d'une voix rauque. « J'ai la preuve, et je veux que tu viennes avec moi. » La pièce sembla vaciller autour de lui. Il était là,
allongé, sans comprendre ce qui l'avait amené ici. Il fixa Clara, cherchant à déceler la moindre faille dans son expression. Elle semblait sérieuse, trop sérieuse. Il tenta de se lever, mais ses jambes étaient lourdes, ankylosées, comme s'il venait de passer des jours sans bouger. Un vertige s'empara de lui, et il se laissa retomber sur le matelas. « Où et quand ?» murmura-t-il finalement. « Demain soir, 20h, un lieu discret à Lyon. Je t'enverrai l'adresse exacte plus tard. » Elle marqua une pause, puis ajouta d'un ton plus bas, presque implorant, « J'ai besoin de toi, Hugo. » Son esprit était en vrac, mais une seule certitude s'imposa à lui. Il ne pouvait pas refuser, parce que si Nexus était réel, alors rien de ce qu'il connaissait ne le préparait à ce qui allait suivre. Lorsqu'elle quitta la pièce, Hugo resta immobile, son cœur battant plus vite que jamais. Sans le savoir, il venait d'accepter la partie la plus dangereuse de sa vie. Seul dans la chambre, il fixa le plafond, le souffle court. Comment était-il arrivé ici? Sa mémoire lui jouait des tours, un voile opaque recouvrait ses souvenirs récents. Il n'aimait pas ça, pas du tout. Il passa une main tremblante sur son visage. Une cicatrice fine barrait son arcade gauche, une blessure qu'il ne se rappelait pas s'être infligée. Ses poignets lui brûlaient légèrement, marqués de fines traces rouges, comme si quelque chose les avait compressés trop longtemps. Il baissa les yeux vers ses jambes, à peine capable de le soutenir lorsqu'il avait tenté de se lever. Elle tremblait, ankylosée, comme si elle n'était plus habituée à l'effort. Une sensation étrange, comme si ses muscles avaient oublié comment bouger normalement. Était-ce la conséquence d'un choc ou d'un repos prolongé? Qu'avait-il fait la veille pour être dans cet état? Son esprit se débattait dans un flou épais, cherchant un repère. Avait-il trop bu? Était-il sorti avec Clara? Cette idée le déstabilisa. Hugo aimait passer ses soirées seul, plongé dans des romans d'intrigue, à décortiquer chaque détail, à anticiper la moindre énigme. Il était un solitaire, un esprit affûté, toujours en quête d'un mystère à résoudre. Mais là, il était lui-même l'énigme. Et Clara, pourquoi était-elle là? Son ex avait-il repris contact la veille, le temps d'une soirée trop arrosée? Un instant, il envisagea cette hypothèse. Était-ce un simple lendemain de fête trop intense? Mais alors, pourquoi cette sensation de malaise profond? Ce vide troublant dans sa mémoire? L'adrénaline se mêlait à l'incompréhension, et une pensée s'imposa à lui. Il devait savoir. Il devait comprendre ce qui se passait. Chapitre 2. L'entrée de Nexus. Hugo Delamarre fixait Clara, tentant d'analyser la moindre intonation dans sa voix, le moindre tressaillement de ses traits. Était-elle sérieuse ou lui jouait-elle un tour? Mais il la connaissait trop bien. Lorsqu'elle avait cette lueur dans les yeux, cette excitation presque fébrile, c'était qu'elle avait mis la main sur quelque chose d'important. « J'ai trouvé une annonce, Hugo, cachée entre les petites lignes d'un vieux journal local. Ce n'est pas un hasard. » Elle lui tendit une coupure de presse jaunie. Il la parcourut du regard. Recherche esprit curieux et perspicace pour expérience immersive inédite. Capacité d'analyse et résistance au stress requise. Test d'entrée obligatoire. Rendez-vous au 12, rue des Forges, zone industrielle de Lyon. Ça pourrait être n'importe quoi, grogna-t-il, méfiant. Non,
Regarde le symbole, en bas. » Hugo plissa les yeux. Une fine gravure, presque invisible, figurait à côté des coordonnées. Un cercle parfait traversé par 3 lignes asymétriques. Son cœur manqua un battement. « Nexus », murmura-t-il. « Exactement. Tu vois, c'est réel. Cette fois, ce n'est pas juste une rumeur sur un forum ou une théorie fumeuse. » Hugo avait des doutes. Ce genre d'annonce mystérieuse, il en avait vu défiler des dizaines, souvent créées par des plaisantins ou des escrocs, cherchant à attirer des crédules avides de frissons. Nexus était une légende, et chaque année, des arnaqueurs surgissaient pour exploiter le mythe. Plusieurs novices s'étaient déjà fait piéger par des imposteurs, perdant parfois des sommes d'argent conséquentes ou se retrouvant plongés dans des situations absurdes. Était-ce encore une de ces supercheries? Le silence s'étira entre eux. L'idée même de Nexus était vertigineuse. Il y avait consacré des nuits entières, cherchant des indices sur ce jeu insaisissable. Et voilà que Clara débarquait avec un indice sur une simple parution de journal, un détail si anodin qu'il aurait pu passer inaperçu et aux yeux de tout le monde. « On y va ?» demanda-t-elle. Hugo hésita, tout en lui hurlait que c'était insensé, mais son esprit, affamé d'énigmes, de secrets à percer, bouillonnait d'envie. « D'accord, mais si c'est une arnaque, tu me devras un dîner. » Clara sourit et lui donna une tape sur l'épaule. Elle avait toujours cette manière de transformer les énigmes en aventures exaltantes, une énergie communicative qui poussait Hugo à la suivre, malgré lui. Curieuse et impulsive, elle était capable de passer des nuits entières à décortiquer une suite de chiffres ou à traquer le moindre indice sur un forum obscur. Cette obsession pour l'inconnu était ce qui l'avait toujours attirée chez elle, et peut-être aussi ce qui les avait éloignés. « Tu ne seras pas déçu, » murmura-t-elle avec un sourire en coin. Hugo la regardait avec une envie qu'il peinait à dissimuler. Elle avait ce don de l'intriguer, de le captiver par ses attitudes. Sa gestuelle vive, son regard pétillant de malice, tout chez elle le fascinait. Même après tout ce temps, elle savait éveiller en lui une attraction presque incontrôlable, une envie de se laisser happer par son énergie débordante. Elle lui proposa de passer la nuit chez elle, affirmant qu'ils auraient besoin de toute leur lucidité pour analyser les moindres détails et éviter un éventuel piège. Lorsqu'il pénétra dans l'appartement de Clara, une étrange sensation s'empara de lui. Il balaya la pièce du regard, troublé. Tout lui semblait trop différent. Les meubles, leur disposition, la décoration, même l'odeur de l'air, rien ne collait exactement avec l'image qu'il gardait en mémoire. Avait-elle redécoré depuis leur dernière rencontre? Il se força à ne pas relever, mettant cela sur le compte d'un simple agencement qu'il n'avait jamais réellement mémorisé. Le canapé du salon, censé lui être familier, lui parut étrangement neuf, sans les plis du temps qui l'attendait. Pourtant, Clara, imperturbable, s'y installa avec aisance et lui fit signe de la rejoindre. Assis côte à côte, les regards plongés dans les lignes de la coupure de presse, ils échafaudèrent des théories, refaisant l'énigme à voix haute, laissant l'adrénaline monter au fur et à mesure que les indices semblaient s'assembler. La fatigue finit par les rattraper, mais une vague d'incertitude s'accrochait encore à l'esprit d'Hugo, le rongeant lentement. Et si quelque chose ne tournait vraiment pas rond? Quelques heures plus tard, il se tenait devant l'adresse indiquée.
La rue des Forges était désertée, une succession de bâtiments industriels vétustes, alignés comme des carcasses abandonnées. Seule une lumière tamisée filtrait à travers une vieille porte en métal. Hugo prit une inspiration et poussa la porte. L'entrée de Nexus les attendait. Chapitre 3. Le test psychologique. Le centre de recherche se dressait devant eux, une structure imposante de béton et de verre, presque inhospitalière. La façade lisse, dépourvue de toute inscription, ajoutait à l'aura mystérieuse du lieu. À leur arrivée, un vent glacial soufflait sur la cour intérieure, amplifiant l'ambiance pesante qui régnait déjà autour du bâtiment. Hugo sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'endroit ne ressemblait à aucun laboratoire qu'il connaissait, et pourtant, il était là, prêt à entrer dans un jeu dont il ignorait tout. Un homme en blouse blanche les accueillit à l'entrée. Son regard, dénué d'émotion, balaya rapidement les nouveaux arrivants avant qu'il ne leur désigne une salle d'attente minimaliste. Était-il médecin ou simple membre du personnel du jeu? Rien ne permettait de le deviner. Hugo et Clara prirent place, observant les autres candidats. Ils étaient une dizaine, tous silencieux, chacun plongé dans sa propre réflexion. L'atmosphère était lourde, presque oppressante. Un formulaire fut distribué, accompagné d'un stylo noir. Les questions qu'il contenait étaient étranges. Avez-vous déjà ressenti que le monde autour de vous n'était pas réel? Croyez-vous que votre mémoire puisse vous trahir? Que seriez-vous prête à faire pour obtenir la vérité absolue? Des photos étaient également incluses. Visages méconnaissables, silhouettes floues, des scènes d'accidents ou des paysages sans repère. Rien n'avait de logique apparente. Après plusieurs minutes, un membre du personnel annonça la séparation des participants. Hugo vit Clara lui adresser un clin d'œil avant d'être conduite dans une pièce. Un instant plus tard, une porte s'ouvrit devant lui. Un homme en costume sombre, visiblement chargé de superviser son test, lui fit signe d'entrer. La salle était austère. Un carrelage blanc, uniforme, couvrait le sol et les murs, donnant à l'ensemble un aspect stérile et froid. Une table métallique trônait au centre, unique élément de mobilier. Une vitre opaque, tournée vers le couloir, laissait deviner des ombres mouvantes de participants et d'observateurs. « Installez-vous », lui dit l'homme en désignant la chaise en face du bureau. Hugo obéit, sentant son malaise grandir. L'homme l'observa un instant avant de prendre la parole. « Vous allez passer une série de tests psychologiques. Répondez honnêtement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. » Il fit défiler plusieurs images sur un écran devant lui. Certaines semblaient anodines. Un paysage enneigé, une main posée sur un mur, un enfant souriant. D'autres, en revanche, provoquaient chez Hugo une réaction étrange. Une porte entrebâillée, un couloir sombre, une silhouette indistincte. Il ne comprenait pas pourquoi certaines d'entre elles lui donnaient l'impression de les avoir déjà vues. L'entretien se poursuivit par des questions de plus en plus personnelles. Vous souvenez-vous de votre première peur d'enfance? Avez-vous déjà eu l'impression qu'un événement de votre vie s'était déjà produit auparavant? Pensez-vous être capable d'aller jusqu'au bout de ce jeu, quel qu'en soit le prix?
Hugo répondit du mieux qu'il put, sentant pourtant que ce test n'était pas une simple formalité. L'homme en face de lui n'écrivait presque rien, mais ses yeux analysaient chaque réaction, chaque hésitation. Enfin, après un long silence, il posa son stylo et le fixa. « Vous êtes apte à entrer dans le jeu. Rappelez-vous, c'est un jeu solo. Vous pouvez vous entraider, mais une seule personne trouvera la réponse. Une seule pourra gagner. » Hugo fronça les sourcils. « Et quelle est la récompense ?» L'homme esquissa un sourire imperceptible. « Une récompense au-delà de ce que vous pouvez imaginer. » Alors que l'homme s'apprêtait à sortir, il s'approcha de lui et, d'une voix basse, souffla à son oreille. Un pas de plus vers la vérité. Soudain, un flash aveuglant traversa l'esprit d'Hugo. Une image fugace, une scène qu'il ne reconnaissait pas, mais qui lui paraissait étrangement familière. Des visages flous, une pièce blanche, une sensation d'urgence, comme s'il avait déjà vécu cela. Un doute terrible s'insinua en lui. Était-il réellement un nouveau participant, ou était-il en train de rejouer une partie dont il ne se souvenait plus? Une pensée glaçante le traversa. Et si les candidats ayant perdu étaient simplement effacés, leur mémoire réinitialisée avant qu'ils ne recommencent à zéro, à zéro, à zéro, à zéro. Chapitre 4. La lettre. Chapitre 4. La lettre. Après le test, Hugo et Clara avancèrent dans un couloir faiblement éclairé, où une longue table, recouverte d'enveloppes scellées, les attendait. Autour d'eux, les autres participants, silencieux, récupéraient chacun une enveloppe et l'ouvraient avec précaution. Hugo et Clara s'échangèrent un regard avant de prendre la leur. Le papier était épais, jauni par le temps, comme s'il avait été rédigé il y a des décennies. En ouvrant l'enveloppe, ils découvrirent que leur message était identique. « Bienvenue à toi, cher joueur. Tu as franchi la première étape. Ce n'était qu'un préambule, un test parmi tant d'autres. À partir de maintenant, chaque pièce que tu traverseras sera une énigme, un fragment de vérité. Sois attentif à chaque détail, chaque mot, chaque silence. Tu devras faire des choix qui définissent qui tu es ou qui tu as été. Règle du jeu, seulement 10 minutes par pièce. Prends des notes, ta mémoire te jouera des tours. Seule une personne trouvera la solution finale. Le premier à assembler toutes les pièces du jeu gagnera. Que cherches-tu réellement ? Tu es ici pour résoudre une énigme qui risque de soulager les âmes. Un pas de plus vers la vérité. L'observateur. Clara était électrisée, ses yeux pétillaient d'excitation alors qu'elle serrait la lettre entre ses doigts. « C'est génial !» murmura-t-elle. « Ce jeu va être une dinguerie. » Mais Hugo, lui, était ailleurs. Il relisait la lettre, encore et encore. Certaines phrases résonnaient en lui, comme un mantra oublié. Une énigme qui risque de soulager les âmes. Il ne savait pas pourquoi, mais ces mots lui donnaient la chair de poule. Un bourdonnement discret s'échappa d'un haut-parleur encastré dans le mur. Entre-temps, 3 participants avaient déjà franchi la première porte. Devant eux, un panneau lumineux suspendu au-dessus de l'entrée indiquait « Salle 1 » en lettres rouges clignotantes. Le voyant, toujours rouge, projetait une lueur inquiétante dans le couloir, donnant à l'atmosphère une tension presque suffocante. Chaque battement de leur cœur semblait synchronisé avec l'attente du changement de couleur.
Il n'attendait que le voyant vert pour se lancer. Chapitre 5. La salle au levier. Le voyant passa enfin au vert. Hugo prit une inspiration, ouvrit la porte et pénétra dans la pièce. Clara lui emboîta le pas et la porte se referma derrière eux dans un léger claquement métallique. L'obscurité était totale. Pas un seul rayon de lumière ne filtrait, rendant l'espace insondable. « Tu vois quelque chose ?» demanda Clara, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Non, je suis comme toi. Peut-être qu'on doit attendre. » Un craquement résonna dans les haut-parleurs dissimulés dans les murs, suivi d'une voix monocorde. « Soyez prêts à faire un pas de plus vers la vérité. » Une vague d'émotion inexplicable monta en Hugo. Un frisson lui parcourut le corps. Il ne comprenait pas pourquoi ces mots résonnaient si fort en lui, comme un écho lointain d'un souvenir enfoui. Soudain, la lumière jaillit, éblouissante, révélant l'environnement qui les entourait. Le silence pesait lourd dans l'air, comme si l'espace lui-même retenait son souffle. Ils étaient dans une pièce carrée, vaste et d'un blanc glacial. Les murs étaient parfaitement lisses, tapissés d'une infinité de leviers métalliques, tous identiques, tous alignés avec une précision inquiétante. Hugo s'arrêta net en découvrant l'inscription placée légèrement au-dessus de l'un d'eux. « Ne touche pas à ce levier ». Il échangea un regard avec Clara, cherchant un quelconque signe d'inquiétude sur son visage, mais elle restait impassible. Il inspira profondément et fit quelques pas en avant, ses chaussures résonnant sur le sol lisse et froid. L'ambiance était suffocante. Il y avait quelque chose d'absurde et d'angoissant dans cette salle. Pourquoi tous ces leviers? Quelle était leur fonction? Et surtout, pourquoi un avertissement si précis sur un seul d'entre eux? Hugo tendit la main, frôlant du bout des doigts l'un des leviers anodins. Il était glacé sous sa peau. Rien ne se produisit. Il examina les autres, cherchant une quelconque différence, une anomalie. Mais tout était parfaitement symétrique, sans aucun indice visible. « Qu'est-ce qu'on est censé faire ?» murmura-t-il à voix basse. Clara ne répondit pas. Elle se contentait de l'observer, comme si elle attendait qu'il prenne une décision. L'angoisse grandit en lui. Son regard se fixa de nouveau sur le fameux levier interdit. Hugo savait comment fonctionnaient ces jeux. Ils étaient conçus pour manipuler l'esprit, semer le doute, tester la logique et la capacité à ignorer les injonctions apparentes. Ce levier était une provocation, une énigme à lui tout seul. Il serra les dents. Il y avait deux solutions. Soit il respectait l'interdiction et tournait en rond, ici, jusqu'à comprendre l'énigme, soit il tentait l'évidence. Le doute se faufila dans son esprit. Et si c'était un piège? Et si l'avertissement était là pour une raison bien précise? Une pression sourde martelait ses tempes. Soudain, un flash, une impression fugace, une voix dans son esprit, distante mais insistante. « Ne touchez pas à ce levier !» Il vacilla, recula d'un pas sous le choc de cette réminiscence brutale. Une voix d'homme, de femme. Il n'en savait rien. Juste une alarme mentale, une peur venue d'ailleurs. Il inspira, tentant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. Puis, dans un élan de défi ou d'instinct, il tendit la main et agrippa le levier marqué. Un bruit sourd résonna dans la pièce.
Quelque part dans le mur, un mécanisme se mit en marche. Puis, lentement, une paroi coulissa, dévoilant un passage vers la prochaine salle. Hugo resta immobile un instant, ses doigts encore serrés autour du levier. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait d'activer. Mais il savait une chose, ce n'était pas la première fois qu'il faisait ce geste. Chapitre 6. Le labyrinthe. Avant de franchir la prochaine porte, Hugo se tourna vers Clara, intriguée. D'ordinaire, elle était la première à vouloir décrypter les énigmes, toujours impatiente de résoudre un mystère. Pourtant, cette fois, elle semblait en retrait, plus effacée. C'était étrange. « Tout va bien ?» demanda-t-il en scrutant son visage. Clara hocha la tête, mais son regard fuyait le sien. « Je ne sais pas, cet endroit me met mal à l'aise, admit-elle. Je préfère te laisser avancer en premier, le temps de me mettre dans l'ambiance. » Hugo fronça les sourcils mais n'insista pas. Il jeta un dernier regard à Clara, avant d'inspirer profondément et de franchir la seconde porte. Une lumière rouge éclata dans la nouvelle pièce, pulsant comme un signal d'alerte imminent. Un bruit strident résonna aussitôt, répétitif, insupportable, comme une sirène d'évacuation enclenchée en boucle. Leurs ombres se découpaient sur les murs, vacillantes, instables. Le décor se dévoila progressivement. Un couloir étroit semblant se ramifier dans toutes les directions. Un labyrinthe. Les murs étaient tapissés de photographies floues, figées dans une distorsion étrange. Des silhouettes en arrière-plan, indistinctes, observaient silencieusement, comme des spectres enfermés derrière ces images. Hugo fronça les sourcils. Son regard passa d'un mur à l'autre, une sensation d'oppression gagnant sa poitrine. Ces visages, ces contours brumeux, ils lui rappelaient quelque chose. « On devrait se dépêcher », murmura Clara, en posant une main sur son bras. Mais Hugo restait figé. Il scrutait un cliché en particulier, une silhouette plus nette que les autres, une forme qui semblait lui tendre la main. Il cligna des yeux, mais l'image était déjà redevenue floue. « Hugo !» La voix de Clara lui fit reprendre ses esprits. Il hocha la tête et reprit son avancée, s'enfonçant dans les méandres du labyrinthe. Les couloirs tournaient, se resserraient, et à chaque nouvelle bifurcation, les photos semblaient se multiplier. Certaines bougeaient imperceptiblement à la périphérie de son champ de vision. Des ombres glissaient dans les reflets des murs. À chaque pas, une pression montait en lui. Puis il entendit un bruit. Un murmure? Non, un cri lointain. Il s'arrêta net. Son souffle s'accéléra. Un bruit sourd, comme un poing frappant contre un mur. « Ouvrez-nous !» Hugo sursauta, le son se répercutant dans son crâne comme un écho déformé. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Il balaya le couloir du regard, cherchant l'origine du son, mais il ne vit rien, rien d'autre que ces visages qui semblaient désormais plus nets, plus réels. « Hugo, il faut avancer », murmura Clara. Il inspira profondément et reprit sa course. Les murs vibraient, l'alarme hurlait, les visages se fondaient les uns aux autres dans une spirale de panique oppressante. Enfin, devant eux, une ouverture, une lumière blanche, éclatante, aveuglante. Hugo franchit le seuil sans hésiter. Puis, tout s'effaça. Chapitre 7.
le vide sous les pieds. La porte se referma derrière eux, les plongeant dans une obscurité profonde. Pendant un instant, Hugo crut qu'ils étaient tombés dans un néant total. Puis, une lumière glaciale s'alluma lentement, dévoilant l'ampleur de leur nouvel environnement. Il s'arrêta net, son souffle coupé. Devant lui s'étendait une immense cavité, rappelant un paysage montagneux escarpé. Hugo était impressionné par l'absence de sol. Comment avait-il pu créer une telle pièce? Le décor était saisissant. À quelques centimètres de leurs pieds, un précipice vertigineux s'ouvrait sur un paysage montagneux, comme si le sol avait disparu sous eux. La pièce donnait l'illusion parfaite d'un sentier abrupt taillé dans la roche, avec des parois escarpées et une profondeur insondable. L'impression d'être suspendu en altitude était renforcée par une brise subtile qui effleurait leur visage, imitant le souffle du vent en haute montagne. Hugo observa les murs rocheux qui encerclaient l'espace. Il comprit rapidement que la seule issue était d'escalader en contournant la cavité pour atteindre la porte en face. Une épreuve périlleuse où chaque faux mouvement pourrait leur être fatal. Hugo déglutit. L'idée de traverser cet espace lui serra la poitrine. Il se tourna vers Clara. « Tu vas me suivre en reproduisant le moindre de mes gestes ?» Clara hocha la tête sans dire un mot. Il prit une grande inspiration et, avec une prudence extrême, posa sa main sur la première pierre. Elle était froide sous ses doigts, mais solide. Lentement, il se hissa dessus, s'accrochant fermement avant de progresser vers la suivante. Chaque geste devait être précis. Le moindre faux pas, Clara le suivit de près, reproduisant exactement ses mouvements, concentrée sur chaque appui. « Ne regarde pas en bas », souffla Hugo. Il sentait déjà son estomac se tordre à l'idée du vide sous ses pieds. Ses muscles étaient tendus, chaque mouvement calculé à la seconde près. La progression était lente, mais ils avançaient. Pierre après pierre, ils réduisaient la distance qui les séparait de la porte suspendue. Puis, alors qu'il allait atteindre la dernière prise, une sensation violente le traversa. Son esprit bascula. Soudain, Clara glissa. Hugo tendit la main pour l'attraper, mais ses doigts ne rencontrèrent que le vide. Il la vit tomber. Une chute vertigineuse, son corps disparaissant dans l'abîme. Une sensation glaciale l'envahit, un souffle coupé net, un cri muet résonnant dans son esprit. Son cœur battait à tout rompre, son souffle s'accéléra. Puis, comme un éclair traversant sa mémoire, il cligna des yeux. Clara était là, juste à côté de lui, accrochée à la dernière pierre, intacte. Il inspira profondément, la gorge nouée, une illusion, une réminiscence. Un souvenir d'un instant révolu qui venait de le frapper en pleine face. « Ça va ?» demanda-t-elle en l'observant. Il hocha lentement la tête, sans parvenir à comprendre l'ampleur de cette vision. Était-ce un avertissement? Une vérité qu'il n'était pas encore prêt à affronter? Il cligna des yeux et attrapa la poignée de la porte devant lui. Il la poussa, révélant l'accès à la prochaine salle. Mais un doute grandissant s'immisça en lui. Les sensations, les émotions qu'il éprouvait n'avaient rien d'anodin. Il avait l'étrange impression d'être guidé, poussé vers une révélation qu'il ne comprenait pas encore. Mais était-il prêt à la découvrir? Chapitre 8. Le squat
oublié. Lorsque Hugo et Clara pénétrèrent dans la pièce suivante, l'atmosphère changea du tout au tout. L'éclairage était plus tamisé, diffusant une lueur jaunâtre qui accentuait l'impression d'abandon. L'endroit était en ruine. Les murs étaient fissurés, couverts de graffitis délavés. Au sol, des duvets usés étaient éparpillés, mêlés à des bouteilles vides et des emballages froissés. L'odeur d'humidité et de poussière flottait dans l'air, mêlée à une sensation étrange d'écho silencieux. Hugo parcourut la pièce du regard, dérouté. Ce lieu n'avait rien à voir avec les autres épreuves. Ici, il n'y avait pas de danger apparent, pas d'énigme évidente à résoudre. Il se tourna vers Clara, cherchant des réponses dans son expression, mais elle se contentait de l'observer avec une attente silencieuse. « C'est différent, murmura-t-il. « Regarde mieux, répondit Clara. Tu as toujours été doué pour voir ce que les autres ne remarquent pas. » Il fronça les sourcils et s'avança, scrutant les objets disséminés sur le sol. Il fouilla dans un tas de vêtements abandonnés, passa devant une vieille tente repliée, puis s'arrêta net. Son regard venait de se poser sur un sac à dos posé contre un mur. Un modèle qu'il connaissait. Son souffle se coupa. Il s'approche lentement, ses doigts effleurant la toile du sac. C'était impossible. Et pourtant, ce sac, il l'avait déjà vu. Il le connaissait par cœur. Il le retourna légèrement et son cœur s'arrêta en apercevant une série de bracelets colorés, noués à la bandoulière, en guise de décoration. Ses mains tremblaient. « Hugo » souffla Clara, en voyant son visage se décomposer. Il ne répondit pas. Il attrapa l'un des bracelets entre ses doigts et l'écarta doucement, révélant un pendentif attaché à la boucle du sac, un pendentif en forme de goutte d'eau usé par le temps. Il le connaissait. Il savait à qui il appartenait. En le retournant, il découvrit une minuscule photo à l'intérieur. Clara. Un frisson parcourut tout son corps, alors que la vérité le frappait de plein fouet. Sa respiration devint erratique. Ses jambes vacillèrent. Une chaleur étouffante l'envahit et les larmes lui montèrent aux yeux avant qu'il ne puisse les retenir. Clara. Sa voix n'était plus qu'un murmure étranglé. Les images affluaient, brutales, indiscutables. Il se revoyait, il la revoyait, avant la chute, avant que tout bascule. Tout lui revint en mémoire. Chapitre 9. La révélation. Hugo resta figé, le sac à dos toujours entre ses mains, son poids soudain écrasant. Son regard était rivé sur la photo, son souffle court, comme s'il venait d'être projeté ailleurs. Autour de lui, l'air semblait s'épaissir, la pièce elle-même retenait son souffle. Il sentait une rupture, un basculement imperceptible, mais réel. Quelque chose venait de se fissurer dans sa perception. Il releva lentement la tête et scruta autour de lui. La pièce était identique à celle d'avant, du moins en apparence. Mais un malaise diffus s'insinuait en lui, un sentiment d'étrangeté qu'il ne parvenait pas encore à formuler. Puis, il le vit. Les murs ondulaient imperceptiblement, comme s'ils respiraient. Les contours des objets vacillaient, se déformant par instants avant de retrouver leur forme initiale. Les sacs
les duvets, les bouteilles vides, tout semblait flotter entre deux états, comme une image mal stabilisée sur un écran défectueux. Clara. Sa propre voix lui parut lointaine. Il se tourna vers elle, s'attendant à voir son expression inquiète. Mais Clara ne réagit pas. Elle était là, mais elle semblait irréelle, presque trop parfaite, dans cette pièce en train de s'effacer. « Hugo ?» Elle le regardait avec douceur, sans comprendre. Ou peut-être sans vouloir comprendre. Un frisson glacé remonta le long de son corps, laissant derrière lui une sensation fugace d'irréalité. Il tendit la main vers un mur et posa sa paume contre la surface. Dès qu'il effleura la surface, une onde invisible se propagea sous sa paume, comme si le mur frémissait en réponse à son contact. Ce n'était plus un mur solide, mais une matière fluide, presque vaporeuse, qui ondulait légèrement sous son contact. Lentement, l'endroit où sa main reposait se modifia, révélant une paroi blanche et lisse, dénuée de tout détail. La transformation s'étendit, comme une onde s'effaçant sur un écran défaillant. Le squat délabré s'évaporait sous ses yeux, emportant avec lui les sacs, les duvets et les bouteilles vides. Une à une, les traces d'existence disparaissaient, laissant place à un espace vide, nu, totalement stérile. Hugo retira doucement sa main, les battements de son cœur résonnant dans ses tempes. Il n'y avait plus de doute possible. Tout cela n'avait jamais été réel. Il recula lentement vers le centre de la pièce, un vertige lui nouant l'estomac. Tout autour de lui, le décor s'effritait, s'effaçait en filaments éthérés, comme une illusion qui ne parvenait plus à tenir en place. Non, non, ce n'est pas possible. Il se tourna vers Clara, le souffle court. Elle lui adressa un regard empreint d'une étrange sérénité, comme si elle comprenait ce qui lui arrivait. Lentement, elle tendit les mains vers lui, un geste rassurant, une présence apaisante. Mais alors qu'il s'apprêtait à attraper ses doigts, le visage de Clara vacilla, comme un reflet perturbé par une onde. Sa peau, ses traits, tout s'effaçait pour laisser place à un visage inconnu. « Tout va bien », lui murmura-t-elle d'une voix qui n'était plus la sienne. Hugo vacilla, son cœur battant à un rythme effréné. Autour de lui, la pièce disparaissait à une vitesse folle, comme si la vérité ne pouvait plus être contenue. Il tituba. Tout ce qu'il avait vécu jusqu'ici, chaque pièce, chaque énigme, chaque sensation, ce n'était pas réel. Nexus n'avait jamais été un jeu. Un jeu. Un jeu. Chapitre 10. La vérité. Il se tenait là, au milieu d'une pièce vide, face à une inconnue. Les pensées se recomposaient dans son esprit, comme les pièces d'un puzzle éparpillé qui s'assemblaient enfin. Non, ce n'était pas une inconnue. C'était une enquêtrice, celle qui, dans cette mise en scène, avait pris le rôle de Clara. Tout avait été orchestré pour qu'il revienne sur ses pas. Il n'était pas dans un jeu. Il était dans une aile isolée de l'hôpital, un endroit presque désert, où les pièces vides résonnaient d'un silence pesant. Il se souvint alors, quelques jours avant, on lui avait fait subir une séance d'hypnose pour qu'il puisse plonger dans cette reconstitution, pour raviver des souvenirs enfouis. Désormais, tout était clair.
Il se sentait vidé, perdu entre la réalité et cette illusion dans laquelle il avait été plongé. Mais les images revenaient à lui, comme une pellicule qu'on rembobine et qui projette à nouveau ses derniers jours, là-bas, avec ses amis. Il s'accroupit, le souffle court, posant une main sur son front comme pour rassembler ses idées. Il fit signe à l'enquêtrice de le laisser seul un instant. Il ferma les yeux. Tout revenait. Ils avaient décidé, avec un groupe d'amis, de se retrouver dans un lieu isolé, un site d'urbex méconnu, un bunker immense, enfoui au cœur des montagnes. Ils avaient tout prévu pour y rester plusieurs jours. Des provisions, des lampes, du matériel de camping. Dès leur arrivée, l'excitation était palpable. Ils avaient commencé à organiser leur séjour, répartissant les zones pour dormir, manger et surtout jouer. Hugo et Clara étaient ensemble lorsqu'ils avaient cherché un moyen d'allumer l'électricité. D'après ce qu'ils avaient vu sur Internet, le bunker était toujours raccordé au réseau. Et sur certaines photos d'urbex, les lumières fonctionnaient encore. C'est en explorant qu'ils étaient tombés sur une pièce exiguë, un local technique, où trônait une vieille armoire métallique, bardée de boutons et de vieux voyants. Clara avait appuyé sur tous les interrupteurs, sans succès. Rien ne bougeait. Puis Hugo avait remarqué, légèrement en retrait, un grand levier rouillé, presque dissimulé derrière une porte entr'ouverte. Un commutateur. Il s'était approché et, sans trop réfléchir, avait tiré dessus. L'instant suivant, tout bascula. Un court-circuit jaillit dans l'armoire métallique dans une gerbe d'étincelles. Une alarme retentit. Un mécanisme invisible s'était mis en marche. Hugo entendit un bruit sourd résonner dans tout le bunker, suivi de claquements métalliques. Puis les cris. Toutes les portes venaient de se verrouiller. Le bunker s'était transformé en une prison. Un piège hermétique. Un labyrinthe de compartiments clos. Les hurlements de ses amis résonnaient à travers les cloisons de métal, paniqués, tapant désespérément des mains contre les portes métalliques, leurs coups résonnant en écho dans le bunker, tentant d'ouvrir des portes qui ne bougeraient plus. Par chance, Clara et Hugo étaient dans l'unique pièce où une meurtrière offrait un passage vers l'extérieur. Sans réfléchir, ils s'étaient glissés à travers l'étroite ouverture et avaient découvert la réalité. Cette meurtrière donnait sur un précipice. Une paroi abrupte, escarpée, une descente vertigineuse vers le vide. Ils avaient dû escalader, s'accrocher aux aspérités pour chercher une issue vers la liberté. Mais alors qu'ils progressaient, Clara avait glissé. Hugo se souvenait maintenant. Il avait vu son pied ripé sur une pierre instable. Il avait tendu la main, agrippé le vide. Il avait perdu, lui aussi, l'équilibre. Clara était tombée en premier, mais n'avait pas eu de chance, contrairement à Hugo. Il avait atterri quelques mètres plus bas, heurtant l'entrée d'une cavité rocheuse. Son crâne avait violemment frappé la paroi, puis plus rien. Lorsqu'il avait rouvert les yeux des heures plus tard, tout était flou. Il ne savait plus pourquoi il était là. Il s'était traîné hors de la grotte, titubant, errant jusqu'à atteindre la route où un homme en pick-up l'avait aperçu et emmené, en voyant son visage en sang. Et maintenant, il était là, face à cette vérité qu'il avait fui pendant des jours. Il rouvrit lentement les yeux, croisant le regard de l'enquêtrice. « Je me souviens », murmura-t-il. Chapitre 11. Le bunker.
Les deux portes s'ouvrirent simultanément de chaque côté de la pièce. Une agitation nouvelle envahit l'espace stérile et silencieux. Des enquêteurs, des médecins entrèrent précipitamment, leur regard oscillant entre Hugo et l'enquêtrice qui, jusqu'à présent, avait incarné Clara dans cette illusion orchestrée. Hugo reconnut immédiatement le docteur Pichard, hypnothérapeute, ainsi que les enquêteurs chargés de l'affaire des disparus. Leurs visages, marqués par l'épuisement, reflétaient pourtant un immense soulagement. L'expérience avait fonctionné. Hugo avait retrouvé tous ses souvenirs, mais il n'y avait pas une seconde à perdre. Sans attendre d'explications supplémentaires, il se leva d'un bond, son corps encore engourdi par l'intensité des révélations successives. Il savait désormais où se trouvait le bunker et ce qu'il s'y était réellement passé. Un frisson d'angoisse le parcourut. Depuis combien de jours ses amis étaient-ils prisonniers dans cet enfer souterrain? Les pièces étaient-elles véritablement hermétiques? L'oxygène circulait-il toujours? Y avait-il encore une chance de les retrouver en vie? « On doit y aller, tout de suite », articula-t-il avec une urgence contenue. Personne ne discuta. L'instant d'après, une équipe d'intervention se formait autour de lui. Hugo, accompagné d'enquêteurs et d'unités de secours, fut entraîné vers un convoi qui filait déjà à travers les routes sinueuses des montagnes. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'entrée du bunker, le spectacle qui s'offrit à eux figea tout le monde sur place. Les lieux étaient tels qu'Hugo les avait laissés dans sa mémoire retrouvée. Une structure de béton armée, grise et massive, enfouie dans la montagne. Le bunker semblait intact de l'extérieur, mais Hugo savait qu'à l'intérieur, quelque part, ses amis luttaient peut-être encore pour leur survie. Les secours s'activèrent immédiatement. Des pompiers, des ambulanciers et des unités de police étaient déjà sur place, déployant leur matériel dans une synchronisation quasi militaire. Hugo serrait les poings, déchiré entre l'espoir et la peur. Les premières portes résistèrent sous l'assaut des outils de découpe et des vérins hydrauliques. Il fallut plus de 3 heures pour faire céder les premiers compartiments. L'air stagnant s'échappa dans un sifflement sinistre, mêlé au bruit métallique des portes qui s'ouvraient enfin après des jours de claustration forcée. Un silence pesant régna avant que les premiers cris ne résonnent dans les entrailles du bunker. Ils étaient vivants. Une à une, les pièces s'ouvrirent, dévoilant des silhouettes affaiblies, hagardes. Certains des captifs s'étaient repliés dans un état de semi-conscience, tandis que d'autres, plus lucides, se précipitèrent vers les sauveteurs avec une énergie frénétique. Les corps étaient amaigris, les visages marqués par la fatigue et la déshydratation. Hugo sentit sa gorge se serrer en reconnaissant chacun d'eux, des amis avec qui il était entré dans ce bunker, des amis qu'il avait cru perdus à jamais. Certains avaient eu plus de chance que d'autres, enfermés avec les provisions et du matériel de camping. D'autres, isolés dans des compartiments vides, étaient au bord de l'effondrement. Mais ils étaient là, tous, sauf une, Clara. Son corps fut retrouvé une centaine de mètres plus bas dans la montagne, là où elle avait chuté. Hugo s'approche, le cœur au bord du gouffre, les jambes flageolantes. Les enquêteurs murmuraient entre eux, mais leur voix était noyée dans un bourdonnement lointain. Ils revoyaient Clara rire, ils revoyaient Clara glisser. Ils n'avaient pas réussi à la retenir.
il ne s'en remettrait jamais. Le reste du groupe fut évacué, emmené vers des ambulances, sous les sanglots et les cris de soulagement des familles qui arrivaient une à une sur le site. La joie des retrouvailles se mêlait à la douleur de la perte. La nuit s'installait doucement sur les montagnes, enveloppant le bunker de son ombre, comme pour refermer à jamais ce chapitre cauchemardesque. Depuis ce jour-là, Hugo et les autres ne rejouèrent plus jamais à un jeu de rôle, ni même ne parlèrent de ce drame.